Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je profite avec un peu de retard parce que ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je profite du 4 novembre qui est la journée de la fête de l'unité nationale en Russie pour faire cette vidéo suivante sur la suite de notre expérience et notre arrivée donc, en Russie. Donc fête de l'unité nationale qui correspond à en fait à la célébration de la libération de Moscou en 1612 par des unités de milices populaires qui donc a libéré Moscou des envahisseurs polonais. Et donc depuis c'est une fête de l'unité nationale, ça symbolise le fait que évidemment ensemble on est plus fort et donc la résilience du peuple russe qui a été capable de libérer sa capitale des envahisseurs. Et donc c'est une journée fériée évidemment en Russie. Alors comme vous le voyez, depuis 2 jours, ça y est, on a eu les premières neiges. Là il fait actuellement moins 10 à peu près à Tioumin. Et ça me permet de vous dire en même temps que ce que j'ai pu acheter donc en Russie en termes de vêtements fonctionne absolument parfaitement dans cet environnement. Donc moins 10 où finalement je peux vous dire que j'ai absolument pas froid. Vous voyez en dessous du manteau. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, je suis toujours en t-shirt. Donc il fait pas encore suffisamment froid. Voilà, suffisamment quand même pour protéger le cou, mais il fait pas suffisamment froid pour passer un pull sous le manteau. Donc voilà, en même temps, on profite d'un joli début de coucher de soleil à Tioumin. Il est actuellement 16h10, donc c'est vrai que le soleil se couche de plus en plus tôt. D'autant plus qu'on n'a pas la stupidité de ce qui se passe en France avec le passage à l'heure d'hiver que vous avez connu il n'y a pas bien longtemps. Ce qui fait qu'on se retrouve nous maintenant par rapport à la France avec 4 heures de décalage horaire. Donc mon but ici avec cette troisième vidéo, c'est de pouvoir aborder donc la suite après nos préparatifs, donc notre début de périple pour aller vers la Russie. Je parlerai justement, puisque là j'ai pris du retard dans le planning que je m'étais un peu fixé, parce que j'ai eu pas mal de petits déboires au niveau administratif, donc ici à Tioumin. Donc ça justement, ça fera l'objet de la prochaine vidéo certainement, pour expliquer un petit peu. Là c'est surtout par rapport au dossier administratif lié à la demande du RVP. Donc pour détailler avant d'en arriver à ce stade-là, donc ne pas brûler les étapes, ce qui peut également évidemment potentiellement intéresser les personnes qui donc vont faire ce périple par rapport de la France vers la Russie actuellement, sachant qu'il n'y a plus de vol direct depuis évidemment les événements en Ukraine. Donc il faut, comme je vous le signalais à la précédente vidéo, faire une escale. Donc nous on avait choisi l'escale à Istanbul. Donc je vais passer rapidement sur notre arrivée à l'aéroport et surtout donc ce qui a été le point le plus difficile pour nous, qu'il reste toujours, qui est donc le fait d'avoir dû nous séparer donc de mon épouse et donc de la mère de mes enfants pour ce temps indéterminé. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que quand je les vois maintenant infiniment plus, comment dirais-je, enjoués et sereins que ce qui pouvait l'être durant toute l'année dernière en France, ça ne fait que nous conforter dans notre choix évidemment d'avoir extrait nos enfants
de cet environnement extrêmement nocif que tout le monde vivait en France. Donc le fait est de l'aéroport, donc nous on avait sélectionné Orly plutôt que Roissy, tout simplement parce que venant de la partie centre de la France, évidemment ça nous évitait de traverser tout Paris avec les difficultés que ça comporte pour aller jusqu'à Roissy. Donc, mais on peut sélectionner donc Roissy comme Orly pour pouvoir partir, donc là en l'occurrence à Istanbul. Donc évidemment là pour nous il y a eu une difficulté supplémentaire, c'est que les enfants n'avaient jamais pris l'avion et ils étaient extrêmement stressés, ce qui n'a pas facilité évidemment la tâche non plus. Et donc avec cette séparation obligatoire pendant ce temps indéterminé évidemment avec ma femme, donc ce que d'ailleurs à titre personnel je ne pardonnerai absolument jamais à l'académie et après au rectorat donc d'Orléans-Tours dont on dépend, que je ne leur pardonnerai tout simplement pas, parce que on aurait tous préféré pouvoir partir en Russie, j'allais dire sans contrainte, de manière à préparer ce voyage de manière plus sereine et envisager justement une expatriation, j'allais dire mieux préparée en tous les cas. Par exemple, vendre notre maison de manière à pouvoir en acheter une en Russie, etc. Donc ça se serait évidemment beaucoup mieux passé. Donc tout ce que je peux espérer, c'est qu'un jour, même si j'ai du mal à y croire, on retrouve une justice à peu près équilibrée en France, de manière à pouvoir poursuivre ces personnes qui sont responsables de nos refus de dossier, donc qui sont en fait responsables de notre spoliation de nos droits parentaux, de nos choix qui normalement doivent être libres, notre choix donc d'instruction de nos enfants. Ils se rendent évidemment coupables tout simplement de n'avoir pas respecté nos droits fondamentaux et nos droits constitutionnels. Donc ça, ce sera évidemment une autre histoire. J'en parlerai dans une autre vidéo un petit peu où je détaillerai tout ce qui a pu se passer l'an dernier, succinctement, parce qu'il s'est passé tellement de choses, mais en tout cas le plus important. Donc ça fera l'objet également d'une autre vidéo. Donc au niveau de notre premier vol, le premier vol s'est passé pour nous en tous les cas dans le stress évidemment par rapport aux enfants au départ, jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion et jusqu'au décollage en fait. Là en l'occurrence c'était avec la compagnie Pegasus Airlines, où le vol s'est extrêmement bien passé et les enfants ont commencé à se détendre en fait immédiatement après le décollage, quand ils ont vu effectivement que finalement c'était plutôt agréable. Donc ça c'était la partie positive du début du voyage, c'est que ils se sont relaxés assez rapidement. Donc le vol en lui-même dure jusqu'à Istanbul environ 4 heures. Et j'avais fait donc le choix, j'avais eu la possibilité de trouver un vol qui nous permettait de faire une escale directement, de ne pas passer la nuit à Istanbul, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que évidemment il faut sortir de l'aéroport, aller à l'hôtel, le lendemain repartir pour un vol, donc avec une nuit forcément écourtée. Donc la fatigue aurait été certainement encore pire que d'enchaîner les deux vols. Donc on est arrivé à Istanbul, donc, où là faites attention parce que Istanbul, il y a également 1 heure de décalage horaire. Donc en fait on est au même horaire, au même fuseau que Moscou justement. Et ça nous a causé justement des problèmes parce que le vol est parti en retard et donc est arrivé en retard à Istanbul. Et là vous faites face à une
une difficulté si vous avez fait le choix que j'ai fait, c'est-à-dire de n'avoir normalement, alors on avait 2 heures, 2 heures ou 2h30, je suis plus très sûr, mais c'était 2 heures ou 2h30 donc d'escale à Istanbul pour pouvoir reprendre le vol vers Moscou. Et le souci, c'est que donc comme on est arrivé plus tard que prévu, finalement je peux vous dire que les 2 heures ça passe extrêmement vite, parce que vous devez passer quand vous arrivez à Istanbul au guichet de vérification des passeports, et il y a du monde. Là nous on était arrivés en heure de c'était 10h30 je crois, 22h30, et ce qui donnait donc 23h30 à Istanbul, et d'où le fait que d'ailleurs on pensait avoir 2 heures mais on les avait pas, on avait qu'1h30 du fait de ce décalage horaire que j'avais complètement oublié en fait, tout simplement pendant le vol. Et donc ça nous a posé ce premier problème donc de l'arrivée, la vérification des passeports qui prend du temps parce qu'il y a du monde. Et suite à cette vérification de passeport, très franchement, contrairement à Paris, notamment Orly, où après on s'est rendu compte également sur Moscou, je trouve que il y a très peu de... Enfin, c'est mal indiqué en fait à l'aéroport d'Istanbul, je ne connaissais pas du tout. C'est franchement mal indiqué, et on a eu beaucoup de mal à trouver en fait notre chemin pour aller déjà dans un premier temps récupérer nos bagages, parce qu'en fait il y a une les baggage claim, c'est mis en anglais donc ça va. On avait plusieurs tapis roulants, mais il y en avait un qui était excentré, qu'on n'a pas vu au départ. Il a fallu que je trouve quelqu'un pour lui demander, tout en sachant que, je vous préviens également, il y a quasiment personne dans cet aéroport, en tout cas quand on est arrivé, qui parle un mot d'anglais. Donc complication supplémentaire pour pouvoir demander un simple renseignement. Donc de là, on a perdu du temps pour récupérer nos bagages, et on a perdu du temps derrière pour pouvoir trouver l'étage des départs pour les prochains vols, parce que de la même manière, c'est franchement très mal indiqué. C'est à l'étage supérieur par rapport aux arrivées, mais en tous les cas, sur ce que j'ai vu, il n'y avait qu'un accès possible pour pouvoir monter à ce premier étage. Donc on a fait un petit bout de chemin avant de pouvoir trouver, pareil, en demandant à quelqu'un qui parlait quelques mots d'anglais. De là, il faut réenregistrer les bagages, évidemment, puisque le problème il est là, c'est que comme on était à plus de... il était minuit 30 au niveau du départ d'Istanbul, et en fait les bagages ne sont pas enregistrés par défaut à notre départ de France, même si c'est avec une escale, puisque on avait fait Paris-Moscou finalement. Et donc le souci, c'est qu'il a fallu donc réenregistrer les bagages à Istanbul. Donc tenez-en compte aussi si jamais vous devez faire ce genre de périple, parce que quand on part le jour suivant, il faut réenregistrer les bagages. Donc on a perdu également beaucoup de temps par rapport à ça, ce qui fait qu'on a dû réellement courir pour ne pas rater le vol suivant. Donc courir, je vous laisse imaginer, on avait énormément de bagages du coup, puisque comme je vous l'ai expliqué, par la route c'est quasiment impossible finalement de pouvoir faire ne serait-ce que même un petit déménagement. Donc on avait emmené le maximum d'affaires possible dans 4 grosses valises, plus nos 3 sacs cabines et les sacs en bandoulière, donc avec 2 adolescents donc de 12 et 14 ans. Je vous laisse imaginer la difficulté de se trimballer avec des valises énormes, dont une qui faisait 30 kg, pour traverser complètement tout l'aéroport d'Istanbul, qui est franchement grand. Donc voilà, prévoyez peut-être, si c'est possible, un peu plus de temps d'escale si jamais vous faites le voyage par Istanbul. Donc on est arrivé peut-être 25 minutes je crois avant le départ, donc
il y avait déjà du monde à la porte d'embarquement. Mais le deuxième vol s'est passé de la même façon, sans histoire. Pour la petite histoire, d'ailleurs, on a eu deux, au niveau des avions, c'était des Airbus A321, ce que personnellement je préférais par rapport au Boeing 737, avec tous les incidents qu'il y a pu y avoir tout au long de ces dernières années. Bref, ça c'est un aparté. Et donc nous avions choisi également, pour info, c'est plus intéressant de sélectionner l'aéroport à Moscou de Vnukovo, tout simplement parce que en tous les cas habituellement l'arrivée et donc les vérifications avec l'établissement de la carte de migration se fait plus rapidement à Vnukovo qu'à Sheremetyevo, qui est beaucoup plus au nord. Donc si vous pouvez sélectionner Vnukovo comme aéroport, c'est mieux en termes de temps d'attente, donc sachez-le. Donc notre arrivée justement à Moscou s'est faite du coup très tard, puisque il était en heure de Moscou, il était de mémoire 4h30 du matin. Donc heureusement il y avait peu de vols et on a été accueillis de manière extrêmement chaleureuse, je dois dire, par donc une personne au guichet donc, du service de migration. Donc quand on arrive, on doit obligatoirement établir une carte de migration sur lesquelles on prend nos empreintes digitales, vérification donc d'identité bien évidemment, passeport, etc., visa, et également une comment dirais-je, donc cette carte de migration est extrêmement importante et doit être conservée jusqu'à ce que vous ayez le RVP. Donc c'est un petit document. Personnellement, je les ai glissés dans chaque passeport parce que si on le perd, il faut recommencer, refaire ce passage au centre de migration pour refaire une carte de... Enfin bref, c'est à éviter, à éviter le plus possible, évidemment. Donc notre arrivée à Moscou, en dehors de ça, donc c'est extrêmement bien passé parce qu'on a vraiment été très bien accueillis par ce fonctionnaire qui a établi nos cartes de migration. Vraiment d'ailleurs ils sont toujours surpris finalement. Alors ils ne parlaient pas un mot d'anglais non plus, hein, sachez-le, parce qu'on dit toujours, enfin moi j'avais entendu dire qu'il y avait quand même à Moscou, on va dire, un petit pourcentage quand même de gens qui pouvaient parler un peu d'anglais. Donc même dans un aéroport, ce monsieur ne parlait pas un mot d'anglais, uniquement le russe. Donc voilà, c'est pas du tout ce que j'avais pu entendre. Et donc en dehors de cette arrivée donc, à l'aéroport, où la première chose à faire avant d'aller récupérer les bagages, c'est cette carte de migration. Donc au niveau des bagages, rien à signaler, ça a été extrêmement rapide. Donc on n'a pas eu d'attente derrière, on n'a pas eu d'attente aux douanes, parce que ça peut arriver. Donc quand on a des choses éventuellement à déclarer. Donc là, on n'a pas eu d'attente du tout. Et donc la seconde étape, alors tiens, j'en profite pour vous montrer, là j'ai été jusqu'au lac qui est à côté de chez nous, puisque là ça y est, on a notre, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, le lac est gelé. Donc un joli lac complètement gelé. Alors évidemment, je n'ai pas du tout tenté d'aller dessus, hein. Là il fait moins 10, moins 11 depuis 2-3 jours à peine, donc je suis absolument pas convaincu que l'épaisseur de la glace soit suffisante, mais ça donne, voilà, ça donne un joli paysage. Donc la prochaine étape quand vous sortez de l'aéroport, évidemment, c'est de trouver un taxi. Donc l'idéal, c'est d'utiliser Yandex.Go, donc de l'avoir téléchargé avant, d'avoir créé son compte, de pouvoir donc appeler les taxis par Yandex.Go, qui est extrêmement pratique. Je l'ai utilisé énormément. Le seul problème, c'est que pour vous éviter ça, enfin,
je me suis fait à demi avoir, on va dire, en sortant de l'aéroport et pendant que je cherchais donc à me connecter à Yandex.Go, vous avez toute une horde de chauffeurs de taxi qui vous sautent dessus. Et en l'occurrence, au final, après réflexion, ça s'est plutôt bien goupillé pour nous, mais on est dans un cas particulier avec donc ce problème de nombre de bagages qui prennent énormément de place et qui ne tiendraient absolument pas dans les trois quarts des taxis que vous pouvez commander sur Yandex.Go. Donc il y a une option qui vous permet de commander spécifiquement donc, des monospaces par exemple, mais à ce moment-là, je n'avais pas remarqué cette option. Et donc, il y a effectivement un chauffeur de taxi qui nous a sauté dessus, qui avait un grand monospace, qui nous a proposé la route. Mais il faut savoir que sur Yandex.Go, ça m'aurait coûté moins cher, tout simplement. Donc j'ai vérifié après, je pensais que j'avais payé à peu près le double de ce que ça m'aurait coûté. C'est-à-dire que ça m'a coûté, en fait, il nous réclamait l'équivalent de 50 €. Au final, j'ai négocié avec lui pour descendre à 40. Et donc quand j'ai vérifié par rapport au taxi classique, je pensais que ça nous aurait coûté une quinzaine d'euros. Or non, vérification prise après, c'est que si on avait pris le même type de véhicule, ça nous aurait coûté environ 35 €. Donc au final, j'ai payé un peu plus cher, mais par contre j'ai pas attendu et il nous a pris immédiatement. Mais très important, pour ceux qui viennent avec moins de bagages que nous, je ne peux que conseiller de passer par Yandex.Go parce que là le prix des taxis est considérablement moins cher que ceux qui vont vous attraper à la sortie de l'aéroport. Donc ceci étant dit, notre premier hôtel à Moscou s'est révélé très décevant. Donc je ne conseille pas, s'il y en a qui viennent à Moscou, je pourrais toujours le noter dans les commentaires. Je me souviens du nom de l'hôtel, donc New City Inn, mais je ne me souviens pas de l'adresse exacte. C'était proche du centre-ville, donc un 3 étoiles où normalement on avait la climatisation, donc ce qui à ce moment-là était franchement utile parce qu'à Moscou on a eu chaud, et donc la climatisation ne fonctionnait pas. Et donc ils n'avaient pas d'autres chambres possibles. D'autre part, l'accueil a été excellent dans un premier temps, mais malheureusement on a eu à un moment donné maille à partir avec 2 employés de l'hôtel parce qu'on était obligé chaque jour de leur réclamer les gels douche, shampoing, etc. Tout simplement parce que moi je faisais mes démarches administratives. Les enfants ne bougeaient pas de ce fait-là, et donc comme on quittait pas l'hôtel, évidemment on laissait le panneau ne pas déranger, de manière à ce que les enfants puissent être tranquilles sans que les femmes de ménage ne viennent. Et donc on était obligé de réclamer à chaque fois les gels douche, shampoing, et à un moment donné on s'est fait envoyer dans les roses pour rester poli par ces 2 personnes, donc ce que j'ai apprécié extrêmement moyennement. Donc voilà, mais surtout donc une prestation qui n'était pas à la hauteur de ce qui était annoncé. Ceci étant dit, par rapport à la taille de la chambre, 35 mètres carrés, proche du centre-ville, par rapport à ce qu'on peut trouver en France, la nuit d'hôtel nous revenait à 40 € en équivalent, hein. Donc évidemment, par rapport à la France, évidemment, il n'y a pas photo en termes de budget. Donc de là, la ville en elle-même, on a vu évidemment la périphérie et le début du centre-ville. Bon, moi très sincèrement, je confirme que on n'aime pas les villes. Et donc cette première découverte de Moscou, pour moi, je vais dire ce qui n'est pas souvent dit par les différents blogueurs français qui vivent à Moscou. Personnellement, c'est en tout cas cette première découverte de la ville ne m'a pas plu, très franchement, tout simplement parce que j'aime pas les villes. Donc par contre, j'ai remarqué tout de suite évidemment que ce que on pouvait nous dire au niveau des infrastructures était tout à fait vrai, notamment au niveau des routes. Les avenues sont extrêmement larges. Il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de
beaucoup de voitures évidemment en permanence, donc il vaut mieux que ce soit large. Et donc des taxis dans tous les sens. Donc en termes de praticité, évidemment, pas de problème. Mais voilà, au niveau architecture, la découverte pour moi n'était pas du tout enthousiasmante. Mais en l'occurrence, comme je vous le disais, il n'y a quasiment aucune ville, à de rares exceptions, qui me plaisent, puisque je préfère la campagne et les enfants pareil. Donc, suite à cette arrivée à l'hôtel, la première chose que vous devez faire, que nous avons fait, c'est l'obtention du numéro SNILS. Donc le numéro SNILS qui est... Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. Ce serait un espèce de mix entre... comment dire, peut-être un numéro de sécurité sociale, mais c'est pas ça. Ce serait un mix entre ça et peut-être l'identité numérique en France. Donc c'est un numéro qui permet, une fois qu'on l'a, d'accéder à tout ce qui est important en Russie, c'est-à-dire notamment le simple fait de pouvoir acheter une carte SIM, donc pour pouvoir avoir un numéro de téléphone mobile en Russie, qui est le second prérequis pour tout avoir derrière, puisque tout est lié à son numéro de téléphone, et notamment pouvoir ouvrir un compte en banque. Donc il faut passer par cette obtention du numéro SNILS, où là, la personne qui nous a accompagnés, qui s'appelle Alexandre, qui est un Français qui vit en Russie depuis 2008, qui est parfaitement bilingue et qui a parfaitement l'habitude de ce genre de procédure, là nous a considérablement aidé. Sans lui, c'était impossible à faire, évidemment, surtout en très peu de temps, puisque le numéro SNILS a été obtenu dans la journée du lendemain. Alors ça a pris pas mal de temps parce que en fait il y a peu de centres maintenant, de moins en moins, qui reçoivent les étrangers, donc qui sont réservés donc dans toute la partie centre de Moscou aux citoyens russes. Et donc il a fallu aller dans un centre en périphérie de la ville, ce qui prend pas mal de temps. La ville est vraiment énorme, hein, c'est vraiment très vaste. Donc plusieurs lignes de métro différentes pour pouvoir arriver à ce centre. Et puis après, grosse attente au niveau des guichets. Donc par contre, c'est beaucoup mieux organisé qu'en France, parce qu'effectivement, en termes de... on n'a pas de problème de faire la queue, de la bousculade, tout ce que vous voulez. Là, la première chose qu'on fait, c'est prendre un ticket et tout simplement attendre qu'on nous appelle. Et donc, Alexandre a géré évidemment toute la discussion avec l'employé du ministère, tout en sachant, je précise à nouveau, que même dans ce genre de centre où là, ils accueillent forcément pas mal d'étrangers, de la même manière, il n'y en a pas un qui parle autre chose que le russe. Donc là encore, au niveau du mythe que j'avais entendu, comme quoi à Moscou, il y en a quand même pas mal qui parlent l'anglais, jusqu'à présent, non. Donc ça complique évidemment les choses pour les personnes qui ne parlent pas la langue, d'où l'importance, en tous les cas pour moi, là, d'avoir été accompagné. Sinon, ça aurait été une vraie galère. Donc le numéro SNILS a été obtenu dans la première journée, et la seconde journée était dédiée justement dans un premier temps à pouvoir aller acheter donc une carte SIM. Donc là pour moi j'en ai pris 3 de ce fait là, parce que quand on a un compte, on peut subdiviser ce compte, on peut acheter jusqu'à 10 cartes SIM. Donc comme je voulais que les enfants puissent être joignables, surtout quand je n'étais pas avec eux dans la chambre d'hôtel, j'ai pris un compte donc chez Megaphone, sur lequel j'ai pu obtenir avec alors je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est un compte VIP, quelque chose comme ça. Enfin en gros, j'ai payé ma carte SIM, donc un abonnement pour 12 mois, ce qui m'a permis d'avoir les 2 cartes SIM des enfants gratuites, donc avec je ne sais plus combien il y a d'heures d'appel. Il y en a pas mal, ça doit être une dizaine d'heures d'appel et 150 gigas
de data pour Internet, donc pas de problème de ce point de vue-là. Et suite à cette obtention de carte SIM, on a pu aller faire aller ouvrir mon compte en banque. Donc là, on a choisi Sberbank pour une raison très simple, c'est que l'avantage de cette banque, alors il y a mieux, je pense, et je pense que j'ouvrirai un autre compte, surtout sur le plan de la praticité, notamment quand on fait des achats sur Internet, etc. Parce que j'ai eu des soucis, ça j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Mais on a eu pas mal de soucis au départ pour pouvoir ouvrir ce compte, pour choisir quelle banque était la meilleure. Et finalement on est resté sur Sberbank, tout simplement parce que c'est la plus grosse banque de Russie et que ça me permet d'avoir donc la possibilité, quel que soit l'endroit où je vais, il y a toujours au minimum une banque, un guichet, donc une agence en tous les cas, qui me permettrait d'y aller physiquement. Donc, mais sinon évidemment il y a d'autres options. Mais nous moi j'ai choisi donc cette banque-là. Et de la même manière, donc comme tout est lié avec, il faut un code SMS pour valider l'ouverture de compte au moment où on crée donc notre compte. Bah, évidemment, sans téléphone mobile, bah, vous ne pouvez pas ouvrir de compte en banque. Voilà. Donc ça a pris également finalement une journée. Donc en 2 jours, c'était fait. Donc quand on est bien accompagné, et là Alexandre a fait du super boulot. Je le remercie encore s'il regarde cette vidéo. Il a fait vraiment du super boulot. Donc ça a été rapide. Et ce qui nous a permis là derrière de pouvoir envisager donc une visite potentielle de la ville, faire un petit peu de tourisme. Et c'est là où les choses se sont compliquées, en tous les cas pour nous, c'est que mon fils aîné, Alexandre aussi d'ailleurs, avait un problème au pied depuis quelques jours avant qu'on parte. Alors on ne pensait pas que c'était sérieux, mais ça guérissait pas. Et donc pendant nos premiers jours à Moscou, étant donné que ça guérissait pas, je commençais à m'inquiéter et j'ai donc demandé autour de moi donc à pouvoir avoir éventuellement un endroit où je pourrais me référer pour le faire examiner. Et donc c'est ce qui nous a conduit à notre première expérience médicale en Russie. Donc j'ai fini par pouvoir trouver une podologue non loin de l'endroit où on était. En fait on était à 5 minutes à pied. Le seul problème c'est que là on était donc c'était le vendredi soir, donc j'y suis allé le samedi matin. Et malheureusement, cette podologue était à une sorte de congrès à plusieurs centaines de kilomètres de là. Donc son assistante a été franchement extrêmement serviable, adorable, parce que elle voyait qu'on était vraiment en difficulté et elle a pris soin par elle-même d'appeler quelques confrères. Et au final, elle a fini par obtenir un rendez-vous avec alors je reviens en arrière, c'était vendredi ça, parce qu'elle nous a obtenu un rendez-vous pour le lendemain dans une clinique spécialisée, donc pas très loin de la Douma d'ailleurs, à Moscou, et rendez-vous qu'on a eu pour le lendemain. Donc le samedi à 14h. Et bah, du coup, pour détailler un petit peu justement comment ça se passe sur le plan médical en Russie, c'est que, alors c'est une clinique spécialisée, enfin en tous les cas il y a plusieurs podologues dans cette clinique. Et c'était exceptionnel. Parce que bon, d'abord l'accueil était incroyable, donc les dames qui nous ont accueillis en fait étaient extrêmement sympathiques. Elles ont, comme d'ailleurs on a eu régulièrement sur Moscou, elles étaient enchantées
de croiser des Français quand on leur expliquait un petit peu qui on était. Avec un petit café liégeois, des chocolats pour les enfants, enfin bref, accueil incroyable. Et donc la podologue qui nous a reçus, finalement s'est aperçu que c'était un ongle incarné qui était assez vilain, mais qui n'était pas encore trop avancé. Donc elle a pu le traiter tout de suite, de manière d'ailleurs extrêmement professionnelle sur ce que j'ai vu. Le soin s'est très bien passé. Les produits qu'elle nous a prescrits derrière, beaucoup de produits naturels, j'ai remarqué ça aussi. Ça change un peu de la France, j'ai vu, où les médecins sont jamais que des comment dirais-je, des VRP de Big Pharma, hein. Donc là, il y avait pas mal de produits naturels dans ce qu'elle avait prescrit pour que sa guérison se passe le mieux possible et le plus vite possible. Et donc, elle nous avait fixé un rendez-vous pour une semaine après, de manière à voir l'évolution et savoir si on pouvait, nous, derrière, pouvoir poursuivre notre périple vers Tiumen. Ce qui fait que finalement, au lieu de rester 4 ou 5 jours à Moscou, on a dû rester, au final, en tout à peu près 2 semaines, tout simplement pour permettre à mon fils de se remettre. Et comme suite à tout ça, il était au final extrêmement fatigué, on s'était réservé également 2-3 jours de tourisme après qu'on n'a pas pu faire, puisque il était extrêmement fatigué et je préférais qu'il soit dans un bon état pour pouvoir voyager sereinement après vers Tiumen. Donc au final, on n'a pas pu du tout faire de visite. On aurait voulu se faire le Kremlin, tout ça. Donc bon, ce sera pour une autre fois. Mais on a eu effectivement ce regret-là. Mais le principal étant que, évidemment, pour lui, les soins se sont extrêmement bien passés. Il a complètement guéri. Et donc, pour vous donner une petite idée, au niveau de ces 2 rendez-vous, la deuxième fois, elle a même pris 1 heure. Elle a vérifié chacun de ses orteils derrière. Elle leur a fait un petit traitement sur quelques ongles qui partaient de la mauvaise façon ou qui étaient coupés trop court, par exemple. Et en l'occurrence, on a donc payé en tout pour ces 2 visites, ces 2 soins. Donc on y est resté plus de 2 heures en tout, hein, avec donc les différents, je vais dire médicaments, mais c'était des produits de soins en fait et de désinfection. Donc on en a eu en tout pour 230 € dans une clinique donc spécialisée. Je parle bien d'une clinique, hein, c'était pas un hôpital public. Donc clinique franchement haut de gamme. Donc je vous laisse faire la comparaison avec ce que ça peut donner en France. Donc on n'a pas fait jouer notre assurance tout simplement parce qu'on avait une franchise de 250 €. Donc de toute façon ça n'aurait servi à rien. Mais en termes de professionnalisme, de bienveillance, d'accueil, on n'a quasiment pas attendu. Donc ça change de la France également là-dessus. Et surtout, rendez-vous obtenu la veille pour le lendemain, donc avec pour des étrangers, sur lequel évidemment on n'a aucun enregistrement de quoi que ce soit en tant que citoyen russe. Pareil, je vous laisse comparer. En tous les cas, moi, dans la campagne d'où je viens en France, si j'avais dû passer par un rendez-vous de la même manière, spécialisé avec un podologue et non pas notre médecin qui de toute façon nous reçoit jamais la veille pour le lendemain, là on parlait en semaine dans le meilleur des cas, voire en mois, hein. Donc voilà, là aussi grosse différence quand même. Donc ce qui nous a permis finalement de pouvoir envisager la suite sereinement puisqu'il était guéri, et surtout donc pouvoir communiquer aux Français le fait que le système de soins en Russie est extrêmement performant. On aurait pu aller évidemment à l'hôpital, hein. J'avais vu ça aussi,
mais finalement, étant donné que cette podologue avait trouvé cette clinique spécialisée, j'ai préféré aller directement vers cette facilité-là. De toute façon, l'hôpital, en tant que Français, on aurait dû payer également, puisque on n'est pas sur, encore une fois, citoyens russes. Et les citoyens russes, évidemment, c'est entièrement gratuit, y compris quand j'aurai le RVP, ou s'il y a besoin, encore une fois, d'aller se soigner pour quoi que ce soit, y compris si je dois prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, changer mes lunettes, etc., je serai pris en charge comme un citoyen russe. Donc ça, c'est le gros avantage également. Ou si vous partez pas dans le privé, eh ben, tout est gratuit, tout simplement parce que vous cotisez pour, contrairement à la France où on est de moins en moins couvert tout en payant de plus en plus. Donc quelques petites anecdotes. Au niveau du métro, je confirme ce que tout le monde a déjà dit, hein, le métro russe à Moscou, le métro de Moscou n'a rien à voir avec le métro de Paris. Il n'y a absolument pas photo. Alors, toutes les stations ne sont pas aussi belles que ce qu'on peut vous montrer, évidemment, au niveau des blogueurs, parce qu'il y a quelques stations, quelques lignes, dont les stations sont effectivement sublimes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. D'autres qui sont plus anciennes et qui n'ont pas ce côté musée à l'intérieur. Mais ceci étant dit, tout est propre, clairement. Pas de graffiti, pas de saleté par terre, pas d'incivilité. Donc on se sent clairement en pleine sécurité dans ce métro. Et puis évidemment au niveau tarif, en fait c'est simple, quand vous achetez un billet de métro, un ticket de métro, en fait vous pouvez aller absolument partout, tant que vous n'en sortez pas, c'est le principe comme à Paris, et ça coûte 80 centimes. Voilà, 80 roubles, donc 80 centimes. Donc je confirme en tous les cas en termes de métro, extrêmement pratique, pas cher du tout, on y rentre, on est serein et c'est propre, et il y a certaines stations effectivement qui sont magnifiques. Et donc en dehors de ça, au niveau de la ville, avant de terminer cette vidéo, il y a évidemment le fait de préciser qu'il y a quand même, moi personnellement, j'ai pas du tout été emballé par la ville, mais encore une fois, c'est un goût personnel et je connais pas vraiment de ville qui m'emballe, donc là, ça ne reflète pas, évidemment, c'est pas un jugement de valeur sur la ville en elle-même, mais c'est juste que je suis pas ville du tout. Par contre, je dois reconnaître, mais c'est souvent ce qu'on vous montre évidemment, le centre, l'extrême centre de Moscou est clairement magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. Tant du point de vue de l'architecture, il y a des rues piétonnes qui sont vraiment super agréables, même au niveau de la déco. Je suis passé devant le... je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le lycée... ou le lycée, enfin c'est l'école française donc de Moscou. Un bâtiment qui est très joli, brique rouge, qui est très, très typique, je trouve. Je suis passé d'ailleurs devant le bâtiment du FSB, qui est franchement très impressionnant. Alors on ne s'attarde pas devant, je m'étais dit que j'allais le prendre en photo, mais j'ai préféré éviter. Tout noir avec des grandes grilles noires, les voitures typiques, les gros SUV devant, noirs également. Enfin bref, c'était assez sympa à voir. Et il faut reconnaître que voilà, l'extrême centre de Moscou est très beau. Il n'y a rien à dire, ça vaut le coup de visiter, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour se balader et découvrir cette architecture, éventuellement boire un petit verre dans l'une des rues piétonnes. Enfin voilà, ça je confirme. N'étant pas amateur de ville et encore moins de grandes villes, le centre de Moscou, l'extrême centre, est superbe. Voilà, ça, si quiconque a l'occasion de visiter Moscou, il ne faut absolument pas hésiter à passer du temps dans cette zone-là, sachant que le centre en lui-même, évidemment, n'est pas représentatif de l'ensemble
du reste de la ville de Moscou, mais encore une fois, le côté pratique, la propreté des rues partout, globalement, je ne peux que confirmer ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. C'est vraiment voilà, il y a une infrastructure qui gère la ville, qui est parfaitement fonctionnelle. Et évidemment, quand on connaît Paris, ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle parce que là, on a une ville qui est entretenue. On voit passer des véhicules donc, qui lavent par terre. Donc il y a des employés qui vont ramasser tout ce qui peut traîner. C'est une ville qui est extrêmement entretenue, peut-être même trop d'ailleurs au niveau du centre, parce que ce que j'ai pu entendre, je voyais des travaux assez régulièrement, surtout dans le centre, c'est que parfois même des rues qui sont encore en excellent état, régulièrement ils refont la chaussée quand même, alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc on a l'impression en fait que la ville est remise à neuf, en tout cas dans l'extrême centre, un peu en permanence. Donc c'est assez dingue. Bref, ça change encore une fois de Paris et de la façon dont elle est gérée, même au niveau d'ailleurs de la route, de la circulation, parce que c'est vrai que en l'occurrence à Paris c'est le bordel tout le temps, alors que là avec la taille des voies, même quand il y a énormément de voitures, on peut quand même rouler. Alors il y a des bouchons dans tous les sens, clairement, mais c'est pas lié à l'infrastructure, c'est juste lié au fait effectivement qu'il y a énormément de véhicules qui s'y déplacent, surtout dans les heures de pointe. Mais avec les rues extrêmement larges, ça facilite quand même les choses. J'ai remarqué aussi quelque chose de très pratique, c'est qu'ils ont énormément, sur ces grandes avenues, on ne traverse pas par-dessus, ils ont énormément de passages souterrains, où d'ailleurs il y a toujours des petites boutiques. C'est assez marrant, assez sympa. Et donc on se retrouve à passer dans les passages souterrains pour traverser les grandes avenues, donc en toute sécurité, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout avec les enfants. Donc en l'occurrence, Moscou pour nous ça a été beaucoup l'hôtel, et puis pour moi les différents allers-retours par rapport à ces obtentions donc, des documents nécessaires. Donc malheureusement je ne peux pas en détailler beaucoup plus, et puis ça ferait une vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine, où là on rentrera un petit peu plus dans le dur. Tiens, je sais pas si on va voir le coucher de soleil derrière, parce que là voilà, on y est. Il y a encore un peu de nuages, mais le coucher de soleil est vraiment joli. Et puis vous avez vu donc dos à moi la belle lune qu'on voit déjà assez nettement. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour l'expérience qu'on a eue à Tiumen. Sachant que pour info quand même, j'ai oublié de vous le signaler, mais on avait trouvé donc un deuxième hôtel par une application qui est géniale, qui s'appelle Ostrovok, et qui m'a permis de trouver un hôtel 4 étoiles quasiment au cœur de Moscou. On était à 3 km du Kremlin. Alors je ne me souviens plus de son nom. Mais bon, je le mettrai en commentaire pour ceux qui veulent éventuellement venir à Moscou et qui cherchent un très bon hôtel. Là, on était pareil pour un 4 étoiles. Alors celui-là était top, il n'y a rien à dire. Parfait, service, situation, chambre, tout fonctionnel, une clim impeccable. Donc là, il n'y a pas photo. Et pour finalement pas beaucoup plus cher, puisque ça nous revenait... Alors j'avais pris une semaine, donc quand c'est comme ça, ça nous permet de payer un peu moins cher. Mais ça revenait à grosso modo un petit peu moins de 60 € la nuit. Ce qui pour un 4 étoiles de cette qualité, bon, il faudrait que je revérifie les prix en France. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse avoir un 4 étoiles de cette qualité en plein centre de Paris pour ce prix-là. Donc voilà, si quelqu'un vient à Moscou et cherche un très bon hôtel près du centre-ville, n'hésitez pas à le demander en commentaire, et je donnerai le nom et l'adresse. Voilà, donc je vous dis donc à bientôt pour cette prochaine vidéo, où là on détaillera beaucoup plus. Le plus important
en l'occurrence par rapport à Tyumin, qui est donc le passage assez compliqué, je dois dire, par rapport à Moscou en tous les cas, le parcours un petit peu du combattant pour pouvoir faire ce dossier, présenter ce dossier donc au ministère de l'immigration de Tyumin. Voilà, donc merci encore de m'avoir suivi et à bientôt.